Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Objectif, Blaise s'occupait des cadres du FPI. Blaise donnait 20 millions de francs CFA par mois. Quand le FPI est clandestin. Et c'est Mamadou Koulibaly qui l'a dit, 20 millions de francs par mois. Le journal qu'on appelle Notre Voix, appelle la Bible là. C'est Blaise qui a financé ça à hauteur de 300 millions de francs CFA. Donc Blaise et Gbagbo là, ils se connaissent. Il y a une histoire. Gbagbo est allé voir Blaise pour dire à Blaise, si tu me soutiens, je vais naturaliser 3000 Burkinabés. Parce que les Burkinabés qui étaient rentrés, c'était des hommes proches de comme on appelle Sankara. Donc pour ne pas qu'on les gêne au Burkina, Gbagbo a dit autant de Blaise comparé. Donc quand ils sont rentrés au temps de Félix Houphouët-Boigny, quand Gbagbo est rentré, il dit bon Blaise, ceux-là, moi je vais les naturaliser, tous vont devenir ivoiriens, comme ça ils vont plus te gêner. Tu vois, puisque Blaise aussi, pendant qu'il était au pouvoir, il avait aussi peur, il se disait que les gens étaient là, bon c'était sous Houphouët-Boigny, bon, tellement de choses, vous voyez. Donc pour dire à quoi, mes petits frères, il faut qu'on essaie de sortir de ces débats inutiles. Voilà, 2020 là, on va se venger de Ouattara. Le président Ouattara n'est pas responsable avant que le président Ouattara n'arrive, il y a le FPI et certains cadres de Bédier pro Houphouët-Boigny cherchaient même à déstabiliser Houphouët-Boigny. À 92 là, le président Ouattara a sauvé la situation. Ce qui a été lancé à 92 ans, c'était pour déstabiliser Houphouët-Boigny, faire tomber Houphouët-Boigny. C'était pour faire tomber Houphouët-Boigny. Mais on a vu Blaise, on a vu comment le président Alassane Ouattara a réagi. Il a arrêté Gbagbo et tous ses compris du FPI qui ont voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas maintenant que ça a commencé. Avant que le président Ouattara, Gbagbo déjà était dans une logique avec les Bédiers et autres de déstabiliser Houphouët-Boigny. Voilà, parce qu'il savait tout ce qu'il ne pouvait pas affronter Houphouët-Boigny. Donc il fallait forcément faire une guerre contre Houphouët-Boigny. Donc ce n'est pas maintenant des cadres FPI, il y a des militaires que Gbagbo a menés en exil, en Allemagne et autres. Il y a des soldats, même sous Bédier, qui ont tenté des coups d'État. Qui étaient pro-Gbagbo. Comment dans une armée, Gbagbo a ses hommes? C'est pas normal tout ça. Une armée, c'est une armée. Elle est indépendante, elle est autonome. Elle est là elle est chargée de la stabilité, la sécurité d'un pays. Mais Gbagbo est rentré dans notre armée, il avait ses gars dedans. Les Doué Mathias, vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2002 choses. Maintenant, Boga Doudou à la dernière minute. Boga Doudou aussi ne devait pas mourir, il ne devait même pas avoir la rébellion. Si les gens sont morts là, c'est Gbagbo. Les gens ne devaient pas mourir. Toi, ton ami, c'est Blaise. Blaise, tu as pris le pouvoir. Blaise dit, viens, on s'assoit, frère, on va causer. On a mangé ensemble. Je me suis occupé de toi, je t'ai tout donné. Dès que tu as pris le pouvoir, c'est Blaise que toi, tu défies. Donc, Charlie, voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un qui t'a donné l'argent, il a payé votre journal là, 300 millions. Chaque mois, il vous donnait 20 millions. Tous vos cadres mangeaient là-bas, Charlie. Maintenant, toi, tu prends le pouvoir, le gars t'appelle maintenant, il dit, ah, les gars, là, ils ont duré chez moi ici. Il faut qu'on les fasse rentrer au pays, trouve des solutions. Il y avait des trucs que Gbagbo avait promis à ces jeunes-là. Il va leur donner une maison, il va faire ceci. Dès qu'il a pris le pouvoir, il y a un groupe qui a dit non, on ne discute plus. On ne discute plus les Belges, on ne veut plus, seul on s'en fout. Donc Djibril Bassolé, il a appelé Boga. Il dit, ah Boga, ceux-là, il faut qu'ils rentrent au pays. On s'était déjà attendu sur des choses, mais on a l'impression que vous n'êtes plus clair, vous ne voulez pas véritablement m'aider. C'est comme ça que Boga Doudou a dit, bon, j'ai compris. Et Boga Doudou a convoqué une grande réunion entre les cadres du FPI à Dabo. Il a convoqué une grande réunion entre les cadres du FPI à Dabo. Mais les cadres disent, niet à Boga Doudou. Boga Doudou s'est entêté, il allait en France. Quand Boga Doudou est venu, il a été tué. Qui l'a tué? Dans ce pays-là, nous, on s'est battu quand la femme de Boga Doudou a dit qu'il fallait qu'il ait une justice pour son mari. Mais les gens du FPI, ils m'ont insulté ici. Non, la femme de Boga Doudou, Gbagbo se bat pour la paix, Gbagbo attend de réconcilier les gens. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Elle dit, elle veut savoir qui a tué son mari. Moi, au FPI, là, autant dans les agoras, là, j'ai souffert. Hein? On dit non, c'est la paix, au nom de la paix. J'ai dit, mais de quelle paix vous parlez? Le monsieur et la dame Dieu a tué son mari. On veut savoir qui l'a tué. Mais les gens de Gbagbo n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Tu vas t'insulter, ils vont te menacer. Parce qu'eux, ils aimaient Gbagbo. Tous ceux qui mouraient n'étaient plus leur problème.
Tapotez sous Blaise. Tapotez sous Blaise. C'est trop signalé. Tapotez le live. Oui, on me signale. C'est comme ça que je souffre, Charlie, c'est comme ça que je souffre, on me signale. Ils ne veulent pas qu'on explique bien les choses pour ne pas que cette génération comprenne. Et parmi cette génération, je disais tout à l'heure, parmi vous, la Pierre, beaucoup peuvent devenir président demain. Donc, ce qu'on vous dit, c'est des conseils qu'on vous donne. Demain, là, quand vous allez faire la politique, on va vous mettre à des postes, ministre de la Défense, justice, tant, pour que vous fassiez correctement votre travail. C'est pour ça que moi, je vous parle. Sinon, je ne suis pas obligé de monter sur les panels. Votre vie ne se limite pas. Babo a été jeune comme vous. Il a été comme vous avant d'être là. Maintenant, c'est à votre tour. Le temps de Babo, il est dépassé. Babo ne peut plus rien faire. Tout ce qui se fatigue pour dire Babo, c'est fini ça. C'est pas sous le président Ouattara. Charlie Baké, il va finir quand? C'est pas une conférence des assos. C'est pas sous le président Ouattara que Babo va être candidat à 2025. C'est pas possible. Mon ami, calmez-vous. Le panel là, c'est mon panel. C'est le panel des assos. Voilà. Il attend d'exposer. Quand il va finir, vous allez poser vos questions, vous allez faire vos motions, ainsi de suite. Vous savez que les panels sont longs. Hein? Voilà. Donc, il y a M. Hacker qui veut poser une question. M. Hacker, pose une question à Zasso, 1 minute, et puis Zasso va continuer. Alors, merci beaucoup. C'est pour comprendre comme M. Zasso est une bibliothèque pour certains, il va nous expliquer certaines choses. Alors, avant de poser ma question, je pense que la question de fond du débat, c'est M. Gbagbo a dit un truc et on veut que les partisans du RDR viennent nous prouver que c'est une diffamation. Parce que quand on oublie le sujet, on essaie de dire plein de choses et puis voilà. Parce que quelqu'un qui vient dire que Blaise Compaoré était le meilleur ami de Gbagbo, alors que Alassane Ouattara a fait tellement confiance à Blaise Compaoré qu'il a reçu en Côte d'Ivoire et lui donné la nationalité ivoirienne. Je sais pas. Depuis quand M. Alassane Ouattara fait confiance aux amis de Laurent Gbagbo, mais je passe. M. Zasso, ma question c'est, notre papa Ado a promis dans un débat télévisé qu'il allait enquêter sur la rébellion pour savoir qui a financé la rébellion, pourquoi les Ivoiriens se sont tués comme ça, etc. Il y a M. Ben qui a essayé de montrer une vidéo pour prouver que c'est Soro le chef de la rébellion, mais M. Ouattara a dit qu'il allait enquêter pour savoir qui a financé la rébellion. Est-ce que vous, en tant que bibliothèque, vous pouvez nous dire quels ont été les résultats de l'enquête que notre papa Ado a promis pour savoir qui a financé la rébellion? Merci. Tapotez souple, tapotez. Tapotez, ça va répondre. Tapotez souple. Sécurisez le live. Sécurisez le live. Voilà, vous êtes en bas. Ceux qui ont la chance d'être montés sur le panel, parce que il y a 8 places. Il y a uniquement 8 places. Donc il y a 8 personnes sur le panel. Donc les demandes qui sont encore en bas, vous allez monter hein, quand il y aura un tour de parole de tout le monde. Voilà. Tapotez même. Ça fait écouter, oui, c'est ça. Ouais, pas moi. Monsieur Manel Traoré. Oui. Et voilà, parle en attendant voilà, que moi, pour rentrer j'ai une vidéo du président Alassane Ouattara pour essayer de répondre un peu à, comment on appelle, à Hacker, qui se pose toujours des questions sur cette histoire de la rébellion. Voilà, donc on est tous ensemble. Pour ne pas qu'on se perde. De manière généreuse, on va dire, vous êtes le parrain de la rébellion. Je suis un peu surpris de tout cela parce qu'il y a des gens qui se sont réclamés de la rébellion, qui se disent qu'ils ont organisé la rébellion. On les laisse de côté, on va dire non, c'est pas eux, c'est Alassane Ouattara. Alors, Alassane Ouattara était tranquillement chez lui le 19 septembre, quand on m'a alerté qu'il y a un groupe de personnes qui venaient m'assassiner. Le général Gay venait d'être assassiné avec ses 17 personnes. J'ai essayé de m'informer, c'était vrai. J'ai eu à plusieurs reprises M. Dida Kouassi à cette occasion, qui m'a donné des assurances. En temps, j'avais appris que c'est le général Gay qui avait organisé le coup d'État. Après, il a été exécuté. Et moi, tranquillement, c'était mon tour. Et je peux vous dire que pendant qu'on me menaçait,
j'entendais de ma cour dire après le Premier ministre, nous allons chez le vieux Bédier pour l'achever. Ok, voilà. Donc, pour répondre un peu à Hacker, voilà ce que le président disait. Le 19 septembre, il était chez lui. On essayait de venir l'assassiner. Donc, on ne peut pas venir dire tout ça là. Venir vous raconter tout ça là. Venir toujours dire que c'est lui qui était le problème de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous arrêtiez ça, d'aller de l'avant. Cherchez au moins des sources pour venir dire que c'est le président Ouattara qui crée le problème à la Côte d'Ivoire. La preuve est là. Il y a des gens qui se sont réclamés rebelles. Comme le président Sorogum. Il ne sait pas pourquoi Crespo aujourd'hui vient nous dire que non, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Aka a peur de Soro, c'est pour cela qu'il fait semblant. On n'arrive pas à vous comprendre. Et puis ce qui fait mal, vous êtes en train de montrer l'irresponsabilité de Laurent Gbagbo, en fait. Alors qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes, milliers d'Ivoiriens qui sont morts en Côte d'Ivoire, alors que vous saviez que c'est la personne qui est là qui a créé la rébellion, vous ne pouvez pas la... Manuel, réponds à ma question, s'il te plaît, c'était non, précis. mon frère, attends, non, ta question là, on a fait débat sur ça là plusieurs fois. Le président Alassane Ouattara, il a dit, il va chercher ceux qui ont financé la rébellion, pourquoi les Ivoiriens se sont entretués. Mais tout ça là, ça arrive à quoi? On connaît le résultat là, final là, c'était quoi? Donc, l'enquête a été faite. Vous voulez quelle enquête? C'était quoi les résultats? Comment? Qui a financé? Comme l'enquête a été faite. Qui a financé? Non, qui a financé? C'est ça, qui a financé là? Faut demander à IB. Faut demander à IB. IB sait qui a financé la rébellion. Non, tu dis l'enquête a été faite. L'enquête a été faite. C'est ça, c'est quoi les si l'enquête a été faite, le président Ouattara ne va pas venir sortir, venir nous détailler tout ça là devant nous tous ici. S'il va pas détailler, pourquoi il nous a promis ça dans un débat télévisé? Mais s'il nous a promis, c'est une question politique. Donc c'est pas venir détailler ça à la nation tout entière. Charlie, il pose trop de questions, il peut fermer son micro. Laisse-moi continuer s'il te plaît. Donc vraiment. tu dis quoi? À chaque fois tu nous poses la question qu'on n'a qu'à assumer la rébellion. Mais ceux qui font la rébellion, ils ont assumé. Mais le fait que vous voulez attribuer la rébellion au nord là, c'est ça, non, faut pas vous aller faire ça. Faut pas vous aller dire ça. Parce que ceux qui ont fait la rébellion, ils ont assumé la rébellion. Ils se sont pas cachés. Ils sont pas venus en cagoulé pour faire la rébellion, non. Ils sont venus faire la rébellion avec les visages découverts. Donc pourquoi à chaque fois vous voulez attribuer la rébellion au nord? Alors que la rébellion là, c'est pas au nord seulement ça comment on appelle ça, comment ça s'est propagé. À Boaké, c'est pas une ville du nord. Va voir, c'est pas une ville du nord. Les Dioké autres là, c'est pas une ville du nord. Demain qu'ils ont été victimes de la rébellion, c'est comme ça les villes du nord aussi ont été victimes de la rébellion. De ceux qui font la rébellion là, ils ont assumé, ils se sont pas cachés. Ils n'ont jamais caché qu'ils n'ont pas fait la rébellion. Non. Mais on veut aller de l'avant. Donc à chaque fois, revenir en arrière, venir monter, il montre son irresponsabilité vis-à-vis des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas comprendre un président de la République qui prend ses mains, qui jure sur la constitution de protéger les Ivoiriens, et venir nous dire que non, il a contenu la guerre, et il vient nous dire encore ceux qui ont fait la rébellion, comme ceux qui ont empêché la Côte d'Ivoire d'évoluer sont au pouvoir aujourd'hui. Mais il est venu au pouvoir pourquoi? L'objectif c'était pourquoi? C'était pas pour travailler pour le bien-être des Ivoiriens? C'était pas pour sécuriser la Côte d'Ivoire? C'était pas pour faire avancer la Côte d'Ivoire? Mais s'il a échoué de tout ça là, et qu'une seule personne vienne le déstabiliser, mais qui laisse la Côte d'Ivoire en paix? C'est ça qu'on vous demande au fait. Donc le président Ouattara, à quel moment, comme lui-même l'a dit, Sorogum lui-même l'a dit, que le président Ouattara ne pouvait pas faire la guerre, il ne pouvait pas financer une rébellion parce qu'il avait un parti politique. Et un discours de Sorogum qui disait tout dernièrement qu'il a vu, qu'il parlait après les accords. Au moment qu'ils ont pris, ils ont mis fin à la rébellion, c'est là la politique est rentrée en place. C'est eux maintenant, hommes politiques, qui se sont joués les politiciens de la rébellion. Donc pourquoi venir toujours accuser le président Alassane Ouattara? Il faut assumer. Crespo, dis à ton mentor qui n'a qu'à assumer la rébellion. C'est pas nous rendre. Tel que lui-même l'a dit, face à l'injustice, la rébellion est de droit. Ça, c'est ça le propos de Sorogum. Tapoter souple, j'ai fait monter ça. Je peux jouer une vidéo. Il n'a pas dit la rébellion, hein. Il dit la révolte. Il n'a pas dit la rébellion, il dit la révolte. Voilà, il reste. La révolte est de droit. Mais la révolte et puis la rébellion, c'est la même chose là. Attendez, s'il vous plaît. Soyez disponible. La révolte et puis la rébellion, c'est le même mot. Une minute à Manuel Traoré. Franchement dit, voilà, merci beaucoup, Parker. Franchement dit, si vous cherchez un rebelle, si vous cherchez comment on appelle, ceux qui ont fait de la rébellion, ils ne se sont pas cachés.
Ils ont toujours dit pourquoi ils ont fait la rébellion, pour quelles raisons ils ont fait la rébellion. Donc nous tous on sait. Ce qu'on vous demande simplement là, arrêtez d'attribuer la rébellion à la population du Nord. La population du Nord ne s'est jamais révoltée contre le gouvernement, contre un autre peuple en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Voilà. C'est une question, qu'on appelle, de justice qu'il y a eu de la rébellion en Côte d'Ivoire. Il faut que vous acceptez ça aussi pour dire qu'on a posé des actes qui ont fait qu'on a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête tout ça là pour qu'on puisse aller de l'avant. Au lieu de chercher toujours à culpabiliser les autres personnes. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Okay. Merci, Manuel Traoré. Merci. Zassou n'a pas répondu à ma question, il a fui. Il n'a pas fui. Il t'a dit qu'il est signalé, il est en bas. J'essaie de le faire monter. Il va monter tout à l'heure. J'essaie de le faire monter. Monsieur Crespo, voilà pourquoi j'ai réservé une place là. Voilà, ça peut faire remonter Zassou. Monsieur Crespo, tu as la parole. Mais Charlie n'est pas intervenu, hein? Mais Charlie, on n'a plus le droit de parler, Charles, pas que fraternité. Non, monsieur Hake a parlé. Et de l'opposition. Manuel Traoré est du pouvoir, il a répondu. Ça passe à l'opposition. Ok. Alors, j'espère que vous avez compris la vidéo. La vidéo, je vais situer le contexte pour que tout le monde comprenne. C'est Zakaria qui parlait. Zakaria est un rebelle. Et dans la vidéo, il dit que c'est pas IB qui est derrière tout ça. Que si vous avez supporté le MPCI, Zakaria, et c'est pas pour Zakaria, c'est pas pour IB, c'est pour Alassane Dramane Ouattara, c'était au nord et les gens applaudissaient. On venait dire que c'est IB qui est derrière la rébellion. Moi, je dis que c'est faux. Donc, je vais chuter par là pour juste dire, de toutes les manières, on n'est pas obligé de se comprendre, de se convaincre. La justice de Dieu va un jour juger l'autre camp l'autre camp qui faisait partie d'une crise là. L'autre camp là sera jugé et on va savoir qui était derrière tout ça. Merci beaucoup. Loco. Ok, donc moi je prends mon tour de parole. Il est 28, donc j'ai 5 minutes. Ok, donc déjà, Arc, j'ai te dit tout à l'heure, je pense que tu es croyant. J'ai commencé par toi, tu es croyant, donc ce que tu as dit tout à l'heure, si on veut parler de la justice de Dieu, je pense que la justice de Dieu, elle est visible. Hein. Elle est visible, peut-être que tu ne le vois pas, mais moi je te dis, elle est très visible. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on voit bien la justice de Dieu. Dieu l'a fait, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu. Mais je pense que Bijou, qui est quand même un caïd à Marseille, je pense que lui, il doit le savoir. Parce que, je vais vous dire un truc. Déjà, surtout en Europe, c'est pas comme l'Afrique. Vous comprenez? Même l'Afrique, c'est pareil. Les prisons de l'Europe et l'Afrique, c'est pas pareil. Mais la majorité des gens qui viennent en prison ici, la majorité, je vais vous dire un truc. Ils sortent avec des séquelles. C'est les cachets qu'ils prennent là-bas. Tout à l'heure, Bijou, il a parlé des psychologues psychiatres. Quand vous regardez le président Gbagbo, ça se voit que, excusez-moi du terme, hein,
Parce que comme les gens aiment souvent aller fort, donc souvent il faut qu'on parle fort pour que ceux qui ne savent pas puissent peut-être comprendre. Voilà, parce que quand on parle d'un environnement, il y a certains qui n'ont jamais vécu. Donc ils se permettent de monter sur les panels, ils disent du n'importe quoi parce qu'ils n'ont jamais vécu. Ils n'ont jamais vécu. Mais je pense que Bijou, oh là là, c'est quoi ça là? Je pense que Bijou, si tu as vraiment vécu le milieu incarcéral, tu sais très bien que le président Laurent Gbagbo était sur un cachet. Prends le président Laurent Gbagbo il y a 15 ans en arrière et regarde-le maintenant. Ça se voit qu'il est... Voilà quoi, ils l'ont détruit au fait depuis là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est quelque chose, tu sais très bien au fond de toi, quand quelqu'un sort de la prison, qui est sur cachet, et c'est lui qui sort qui n'est pas sur cachet. Ils deviennent même plus la même personne. Et c'est ce que le président Gbagbo est aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, monsieur Harker, c'était pour te dire que la justice de Dieu est déjà faite. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais la prison a laissé des séquelles au président Laurent Gbagbo. Je souhaite que Dieu lui donne la santé et la force de rester encore longtemps à côté de nous parce qu'il a été un président de la République. Mais je tenais à vous dire que la justice de Dieu, si c'est de ça que vous voulez parler, elle est là, elle est claire, elle est devant nous. Voilà. Donc maintenant, en ce qui concerne, j'ai commencé à 28, il me reste 2 minutes. Les 2 minutes, je vais les consacrer à Bijou. Et dire aussi à Hacker, quand on dit quelqu'un est délinquant ou quelqu'un est du grand banditisme, ça ne veut pas forcément dire que c'est pour ça la personne part en prison. Les prisonniers, là, ils ne sont pas tous des criminels. Il y en a, ils sont là pour des trucs, des délits mineurs, des délits de correctionnel. Donc, c'est pas pareil. Le cas de Gbagbo, c'était un délit criminel. Donc, si on veut parler... C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas grave, mais c'est pas à toi, je veux complètement répondre, parce que j'ai pas aimé quand tu m'as traité de délinquant, je suis pas un délinquant, moi. Je vais répéter ce que tu as dit. Ok, donc c'est pas grave. Maintenant, Bijou, voilà, Bijou, sache que moi, je suis pas du grand banditisme, peut-être toi, tu dois être, parce que tu es de Marseille. Je suis un Marseillais, je suis tout le temps à Marseille, parce que je vais suivre les matchs de Marseille, à chaque fois à Marseille. Peut-être qu'on se verra un jour. Mais sache que moi, je suis pas, mes délits, c'est des délits correctionnels. J'ai jamais eu un problème criminel. Voilà. Ça, je tenais à te le dire. Pour chuter maintenant, je vais te dire, sache que si tu veux parler du milieu incarcéral, moi, j'ai déjà fait des maisons d'arrêt. J'ai fait des CD, des bracelets, j'ai fait un peu de tout. Voilà. J'ai failli même aller au central. Donc, pour te dire que je connais, donc je sais de quoi je parle. Quand on voit le président Gbagbo, obligé, il est passé par des psychiatres et des psychologues. Et voilà quoi. Le monsieur, il est fini. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Christo Soué, t'as la parole. Christo Soué, ton micro. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Hein. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, il n'y a pas de problème. Je voulais juste connaître un peu le sujet. Est-ce que voilà, tu as à jour du sujet Non, je ne suis pas à jour. Je ne suis pas à jour de la thématique. Voilà, donc il ne faudrait pas aller en hors sujet. Voilà, c'est pour cela qu'il a demandé. Nous sommes... Le président Gbagbo, notre papa Gbagbo, il a fait une sortie où il dit que voilà, s'il y a la paix, que les gens parlent de paix en ce moment depuis la gouvernance du président Alassane Ouattara, depuis le 2011. S'il y a cette paix-là, c'est parce que le fouteur de trouble, le fouteur de trouble là, il est au pouvoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça va apaiser les cœurs de chacun, ou bien c'est ce genre de paroles qui vont permettre à ce que son nom soit inscrit sur la liste électorale? Ok, merci beaucoup, le frère Paquet. Le discours du président a été juste. Hein. Il refait l'histoire. Vous savez quoi? On se base sur l'histoire pour oublier, pour aller de l'avant. Et quand tu regardes, quand tu écoutes le discours du président Laurent Gbagbo, il est en train de relater l'histoire qui est là. Parce qu'on a compris ici en 2002, il y a des gens qui ont pris des armes. Et prendre des armes contre un pays, ça ne parle pas de paix. Et on connaît ces personnes qui ont pris des armes pour décimer, pour détruire les Ivoiriens. Et ces personnes aujourd'hui... Il faut citer les noms de ces personnes, au fur et à mesure quoi. Je n'ai pas envie de citer, parce que tout le monde connaît l'histoire de la rébellion. Je n'ai pas envie de citer des personnes. Non, tout le monde ne connaît pas. On a des jeunes qui sont là. Non. Qui viennent d'avoir 18 ans. Ils sont en bas.
Ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas envie de citer le nom des gens. Sur le nom des gens, ils savent où aujourd'hui, on sait où la rébellion, des personnes qui ont brandi des armes, on sait où ils sont aujourd'hui. Donc, quand tu regardes, tu sais réellement qui a fait quoi pendant 10 ans, qui a troublé la paix pendant 10 ans. Je ne suis pas obligé de dire le nom de quelqu'un. Je ne suis pas obligé de dire le nom de quelqu'un pour ne pas avoir des choses. Et le président Laurent Gbagbo fait son discours. Et celui qui se sent moché, celui qui se sent levé, celui qui se mouche, hein, tu vois un peu. Il a dit, on dit il y a la paix. Selon eux, on dit il y a la paix. Mais qui a trouvé la paix? Qui a trouvé la paix? C'est celui. Parce qu'une question, il faut d'abord poser la question pour parler, pour donner une réponse. Mais on n'a pas encore posé la question, mais vous donnez une réponse qu'on est en paix. Mais qui a trouvé la paix? C'est la personne qui l'a troublé là, qui est là aujourd'hui. Tu sont là, ces personnes-là, qui sont là aujourd'hui. Donc, il ne peut plus troubler ça. Il ne peut plus troubler parce qu'ils sont là aujourd'hui. Ceux qui troublaient la paix là, ils sont là aujourd'hui. Donc, il aura toujours, il aura la paix. Il aura la paix. C'est de ça qu'il parle. Et il connaît, vous connaissez qui il peut adresser. C'est le président Alassane Ouattara qui troublait la paix. Parce qu'on a des vidéos, on a des gens qui ont dit j'ai pris des hommes c'est à cause du président Ouattara, parce que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, parce qu'il subissait une injustice. Les rebelles, ils ont dit ça. Kone Zakaria a dit ça. Ousmane, Chérif Ousmane, il a dit j'ai pris des hommes à cause de quelqu'un. Parce que tout le monde soit candidat. Et qui n'était pas candidat en ce temps? C'est Alassane Ouattara qui n'était pas sur la liste électorale. Et aujourd'hui, Chérif Ousmane, il est où? Il est dans le camp d'Alassane Ouattara. Il est dans le camp d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, IB, que vous avez traité, vous avez vraiment trahi. Aujourd'hui, IB, il a dit ça dans ses vidéos. C'est que les exemples et les choses sont légion qui prouvent que qui avait troublé la paix pendant 10 ans. Et c'est de ça le président est de parler. En face de vous aujourd'hui, on a une opposition civilisée. Moi, j'attends ici les gens qui disent que oui, il y a eu les attaques, des choses que vous avez imaginées dans votre tête pour dire que le président, la paix a été, les gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Personne n'a attaqué la Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes au pouvoir, là, personne n'a attaqué la Côte d'Ivoire. Vous avez imaginé des coups d'État dans votre tête. Personne n'a attaqué la Côte d'Ivoire. Parce qu'un Ivoirien ne peut jamais penser que on peut venir tuer, tu peux venir tuer son frère ivoirien. Mais c'est vous. Et c'est le pouvoir en place qui l'a fait. Parce qu'ils avaient une soif de venir au pouvoir. Ils avaient une soif de venir au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous êtes en paix. Mais le problème, c'est que me fatigue un peu. Vous avez pris des armes pour une personne, pour rétablir la justice. Moi, aujourd'hui, on constate que vous voulez vous venger de ce que vous avez subi. Vous voulez vous venger de ce que vous avez subi. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Hier, ils ont fait ça au président Alassane. Donc aujourd'hui, là, on va faire ça. Pour voir si réellement c'est des gaz. Moi, je vous dis qu'il n'y aura pas des armes qui vont... Parce que quelqu'un qui aime son pays, là, il ne va pas prendre des armes pour une personne qui a été... Son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Merci beaucoup. Voilà, tu auras un deux temps de parole, mais tu auras des réponses parce que je pense que ceux qui ne sont pas d'accord sur le panel ont noté. Voilà, monsieur Bitogon, Bitignon, qui n'a pas encore parlé. Bitignon, qui n'a pas encore parlé, tu as la parole. Bitignon, est-ce qu'il est là? Si ceux qui ne sont pas là... Oui. Est-ce qu'il est là? Non, Bitignon, il est de l'opposition, mais il peut parler. Non, si il est de l'opposition, non, c'est que c'est quelqu'un du pouvoir qui doit prendre la parole. Si il est de l'opposition, non, c'est que c'est quelqu'un du pouvoir qui doit prendre la parole. Non, Bitignon peut parler si vous voulez. Vas-y, tu as 5 minutes, Sylvain. Il est 19h40.
Tu as 5 minutes. Bon, ok. Bon, on a écouté Bijou, on a écouté les autres frères. Malheureusement, Hacker est parti. Bon, Bouillon est descendu, il est remonté, c'est bien. Mais il faut rassurer les frères qui sont en bas, hein. On dit en 2020, là, en 2025, le choix du candidat du RHDP là relève uniquement que des partisans et des militants au sein du parti. Voilà, je sais pas, où est-ce que vous partez rechercher que tous les Ivoiriens sont invités à venir choisir le candidat d'un parti politique? Voilà, c'est pas le cas. Maintenant, quand vous essayez de dédouaner Laurent Gbagbo, moi je m'interroge. À quel moment on vient dédouaner Laurent Gbagbo? Mais celui qui était habilité à nous faire le récit, hein, nous conter le récit de l'histoire de la rébellion, c'était Laurent Gbagbo. Il nous a présenté ici quelqu'un lors de la cérémonie de la flamme de la paix à Boaké. Celui-là même était un fils rebelle et celui-là même était le père de la rébellion avec qui il venait se réconcilier et qu'il allait faire de lui, celui-là, le premier ministre. Et puis la Côte d'Ivoire est restée en paix et a demeuré en paix jusqu'en 2011. Et mais Laurent Gbagbo, il part encore plus loin. Il dit on peut tout reprocher à Guillaume Kivavori Soro, mais on ne peut pas reprocher à Guillaume Kivavori Soro pourquoi là, parce que il est l'un de ses meilleurs premiers ministres. Donc, lui connaissait les rebelles, hein. Il arrivait à les identifier et il les avait nommés. Voilà. Après les avoir administrés, il les a nommés et il a travaillé avec eux de 2006 jusqu'en 2011. Non, je sais pas où est-ce que les gens viennent nous sortir. J'ai entendu même les propos de Kone Zakaria dans l'audio. Mais donc Laurent Gbagbo avec tous ces éléments-là, il n'a pas fait arrêter Alassane Ouattara. C'est quand même aberrant, hein. C'est-à-dire tu es président, tu as les renseignements, tu as la défense, tu maîtrises un peu ton territoire, et ton opposant, il est plus farouche et il s'impose à toi. Non, c'est que quelque part quand même, tu n'avais pas l'habilité d'exercer ton c'est pas une fonction, hein. D'être président, c'est pas une fonction. Tu n'avais pas habilité à être à ta place où tu étais après une élection. Non, nous on dit, et comme je sais que c'est Biti, j'aurais tellement voulu rebondir après lui, mais c'est pas grave. Bon, non, elle s'est dit que quand on tient des propos, j'ai écouté le frère tout à l'heure, que je frapperai sous pouvoir. Donc, elle s'est dit que quand on tient ce genre de propos-là, donc, cela sous-entendrait que Storo Guillaume a eu à nous dire ici qu'il avait la télécommande. Maintenant, est-ce que A doit peiner à sécuriser la nation ivoirienne ou il a plutôt sécurisé le pays? C'est pas parce que quand Alassane Ouattara a parlé qu'il allait frapper le pouvoir et le pouvoir allait tomber que de facto il est le père de la rébellion. Non. On a entendu ici l'audio joué devant toute la nation. Un Guillaume Kivavori Soro dit aux Ivoiriens, j'ai la télécommande. Mais ça n'a pas, mais Ado n'a pas vacillé. Il a tenu bon et il a tenu le navire ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent, c'est-à-dire, en paix et dans la quiétude. Donc, acceptez que celui en qui vous voulez encore, celui en qui encore vous avez foi et que vous voulez encore confier la nation ivoirienne, il n'est pas digne, il n'est pas prêt. Donc, on ne peut pas vous suivre. On ne vous suivra pas parce qu'il peut pas assurer la sécurité des Ivoiriens et des biens des Ivoiriens. Et pour chuter par là, ceux qui essayent de se faire peur, c'est parce que nous on n'a pas peur qu'on peut accepter un Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mener des actions politiques, lancer même des ultimatums. Et puis on va pas mettre son nom. Maintenant on attend de voir un Gutignon et un Bijou et tous ceux qui suivent Laurent Gbagbo là de nous imposer la candidature ou la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est là où on vous attend. N'allez pas chercher ailleurs. Si vous êtes fort, si Gbagbo est fort, si tel est qu'on a peur de réinscrire son nom parce qu'on ne voudrait pas l'affronter dans les élections là. Nous on dit non, bon, laissez les élections. Venez nous imposer votre candidat
est venu imposer à Alassane Ouattara la réinscription du nom de Laurent Gbagbo. C'est là qu'on s'attend. Et parce que nous, on n'a pas peur, on ne va pas réinscrire le nom de Laurent Gbagbo. Et puis, on verra bien hein, si la Côte d'Ivoire va brûler. Parce qu'au soir du 25 octobre, les Ivoiriens vont passer à autre chose. Et ils sont déjà passés à autre chose. C'est parce que vous ne suivez pas. Ils sont déjà passés à autre chose. Les Ivoiriens sont maintenant à même de pouvoir comprendre, ou bien ils sont plutôt à la recherche de qui est-ce qui va venir développer mon village, qui est-ce qui va venir développer mon campement, qui est-ce qui va venir développer ma ville, ma commune, et puis au-delà, ma région. C'est ce que les Ivoiriens recherchent aujourd'hui. Ils ne sont plus dans ce repli identitaire-là, ou bien à la recherche d'une quelconque vérité. Par exemple, ce n'est qu'à, ça s'identifie uniquement que aux anciens golf frustrés. Vous pensez que, qu'est-ce que gagnerait le RHDP aujourd'hui à aller ressasser ou bien à être à la recherche de qui est-ce qui est le père de la rébellion? On n'a rien à y gagner. On n'a rien à y gagner. Voilà. Nous sortis les discours guerriers là, mais Soro a fait pareil. Soro a sorti aussi les discours guerriers. Mais le pouvoir d'Ado n'a pas vacillé. On n'est pas tombé pour autant. C'est-à-dire, tu peux tenir des discours guerriers en Côte d'Ivoire, mais Ado tient bon le navire. Voilà. Donc, on a entendu des gens nous dire ici que Alassane Ouattara n'allait jamais être président. On a entendu des gens nous dire ici qu'Alassane Ouattara était Hitler. On a entendu un Bédier nous dire ici que quand on montre la lune, l'idiot regarde plutôt le doigt. Mais l'État n'a pas vacillé. En 2020, on a vu le discours ici, l'appel de Guillaume Kivafori Soro à l'armée, aux différents commandements. Mais l'État n'a pas vacillé. Donc si on devrait s'en tenir uniquement que à des discours et à des propos et dire tout de suite que non, comme Alassane Ouattara a eu à dire quand il était encore dans l'opposition que je frapperai ce pouvoir-là, et donc ça veut dire automatiquement qu'il est le père de la rébellion. Non. S'il vous plaît, montez un peu le niveau, parce que après Ado là, même soit Alassane Ouattara, là, les gens ont dit plus pire, tu vois, voilà, mais ça se dit pas, mais ils ont dit pire. Mais le pouvoir d'Ado est là encore, voilà, merci. Merci, à tout à l'heure pour une autre prise de parole, pour répliquer. Les causes endogènes, on les connaît. Ce sont des Ivoiriens qui se sont sentis, soi-disant, stigmatisés et qui ont pris des armes au nom d'une vertu ou bien au nom d'un idéal qui a fini par mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir. Et les causes exigènes, c'est que cette rébellion est venue du Burkina Faso, nourrie et blanchie par Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui citoyen ivoirien, qui est réfugié en Côte d'Ivoire et qui est recherché par sa justice, la justice de son pays. Puis il y a aussi d'autres participants que on va pas citer ici. Voilà, bon, moi je suis du côté de l'opposition. Je vais pas trop taper sur le président Gbagbo, mais je pense que sa sortie, elle est maladroite. Voilà. Je sais pas si vous avez bien écouté Sisben tout à l'heure, quand il a parlé des rebelles, la rébellion. Bon, je pense que ceux qui ont des cerveaux peuvent réfléchir à ce que le monsieur vient de dire. Voilà, moi je vais pas trop taper sur le président, mais franchement, en communication, les temps et les termes sont importants. Voilà, le temps qu'il utilise aujourd'hui n'est pas idoine. Pourquoi je dis ça? Le PPACI est dans un processus de négociation politique pour mettre son nom sur la liste électorale. Et bon, je sais pas. Et puis il sort ça comme ça pour dire que voilà, celui qui faisait du bruit, celui qui bon, je sais pas, ça répond à quoi? Politiquement, ça répond à quoi? Moi, dans ma petite analyse, soit ça veut dire que la négociation ne va pas aboutir, donc il va se radicaliser, ou bien il va lancer les bras de fer. Bon, ça, l'avenir nous le dira dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, ou alors, c'est vouloir mettre la pression sur le gouvernement pour pouvoir trancher rapidement son cas. Mais bon, voilà. Honnêtement, je comprends pas la stratégie. Voilà. Surtout que quand on négocie, on s'assoit à une table de négociation, on essaye d'être un peu calme, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà un peu comment moi je vois un peu la sortie du président, qui n'a pas été, pour moi, dans la forme, elle est pas idoine. Bon, maintenant, j'ai attendu plein de choses ici sur ce panel, sur lequel je voudrais réagir rapidement.
les gars, les rebelles là, ce ne sont pas des héros. Voilà. Ils ont pris les armes à un moment donné de l'histoire de ce pays pour se faire une place au soleil. Ça, c'est clair et net. Voilà. Vous prenez comme Chérif Ousmane. Je vois quelqu'un qui a dit tout à l'heure que c'est son héros parce que lui, il rêve de faire une photo avec Chérif Ousmane pour le mettre dans son salon. Alors, nous, quand on était à l'école, on nous a appris le travail. On nous a appris la méritocratie. Voilà. On nous a appris que les mérites et les reconnaissances étaient liés à d'abord à ton talent et à ta capacité de travail. Voilà, c'est ce que nous voulons réinstaurer dans cette Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui, on a renversé la chaîne des valeurs dans ce pays. Voilà, vous voyez des gens comme Kona Boniface, des militaires aguerris qui ont fait l'école de guerre, qui sont vraiment aujourd'hui dans des ministères, qui sont dans les services des ministères, alors que c'est pas sa place. Voilà. Vous allez comparer Kona Boniface à Chérif Ousmane. Bon, très bien. Vous allez comparer des gens comme des Dogo Blé, des gens qui ont fait Saint-Cyr, à des gars comme Chérif Ousmane, à des gars comme Père Sonam Ouattao ou bien Kone Zakaria. Mais bon, c'est le monde à l'envers. Vous comprenez? Non, les gars, ce ne sont pas des héros. Ils ont fait une rébellion. Ils ont pris une opportunité. Ils ont saisi une opportunité. Ils sont fait excusez-moi du terme, ils sont fait les couilles en or. Très bien pour eux, tant pis pour eux. Mais c'est pas ça qu'on doit inculquer à la nouvelle génération. On doit inculquer la méritocratie. C'est de ça il est question. Voilà, parce que sinon, travailler avec les calaches, bon, tout le monde peut le faire et c'est très facile. Voilà, donc moi je voudrais qu'on remette tout en ordre dans ce pays, qu'on remette vraiment le droit au centre de tout pour protéger tous les Ivoiriens. Effectivement, le président Ouattara a dit qu'il ferait la lumière sur la rébellion, mais il peut pas la faire. Il ne peut pas la faire parce que cette rébellion a été amnistiée. Mais il va faire une enquête, c'est par rapport à quoi? Les gars, réfléchissez un peu. Il a dit parce qu'il était en campagne. Et puis, vous savez, les hommes politiques en campagne. Et puis bon, je vous dis aujourd'hui, hein, les promesses là, elles n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, la politique, c'est ça. Il était en campagne, voilà. Mais il ne peut pas faire une enquête sur des gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Soyons réalistes. Voilà, ce qu'on doit espérer aujourd'hui, c'est de l'apaisement et de la mansuétude de la part des dirigeants pour permettre à un maximum d'Ivoiriens de pouvoir s'exprimer dans ce pays, de pouvoir exprimer son talent dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire une politique de clanique pour un seul clan. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Parce que 2025, en fait, aujourd'hui, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens sont très exigeants. Ils sont très exigeants. Et aujourd'hui, les dirigeants qui vont venir là, ce sera des dirigeants capables d'appréhender les enjeux qui sont aujourd'hui tels que le dérèglement climatique, les enjeux sociaux, les enjeux économiques et surtout les enjeux de la dignité humaine. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut qu'on remette tout en ordre. On arrête d'aduler des gens qui n'ont pas lieu d'être, qui sont venus au pouvoir par la force des biceps. Pour moi, c'est pas l'idéal. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. Merci. Merci bien. Washington. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez comme vous voulez. Vous savez très bien qu'ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà. Donc sur ce,
Je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.